propre camp lorsqu'il dit « Je ne veux pas que la technique soit notre étendard en 2027, sinon on n'accédera pas au second tour. On doit parler avec le cœur, pas avec des statistiques. » Est-ce que c'est pas un peu ça, au fond, l'échec du macronisme aussi? C'est complètement l'échec du macronisme, effectivement, qui est très désincarné et dont le logiciel politique, qui était plutôt sur une logique social-démocrate, un peu à l'américaine, n'a pas fonctionné et ne percute pas auprès des classes populaires, et comme en témoignent les résultats, et notamment les circonscriptions dont sont issus les députés de la majorité, qui sont plutôt des circonscriptions urbaines et plutôt privilégiées, par exemple l'Ouest parisien, etc. Ça n'a pas fonctionné, mais ils ont été élus 2 fois quand même. Pas tous, mais effectivement, Oui, oui. une partie d'entre eux. Après, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont perdu leur siège. Tout à fait. Le point que je vois, c'est qu'effectivement, Gérald Darmanin, il veut s'adresser aux classes populaires. Donc, effectivement, il y a deux lignes de force sur son programme. Il y a l'aspect sécurité, donc l'incarner auprès de cet électorat-là par rapport à ses résultats en matière au ministère de l'Intérieur. Là-dessus, il ne faut pas oublier non plus que l'électorat du Rassemblement national est très critique vis-à-vis du bilan de la sécurité d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que son bilan en matière de sécurité, même s'il essaye d'imposer des thèmes à la Macronie, thèmes qui d'ailleurs ne sont pas très très repris par les autres personnalités du gouvernement ou par les députés de la majorité, est-ce que cette ligne-là, il va pouvoir l'incarner auprès des classes populaires? Probablement pas. Et le deuxième point, c'est effectivement sur la ligne de force économique, donc la paupérisation des classes populaires depuis la désindustrialisation. On a perdu 2 millions d'emplois industriels. Sur le volet Et là-dessus, on l'a pas entendu. Il va essayer de faire sa rentrée dessus. Oui. Mais en tout cas, les propositions de son propre gouvernement ne vont pas dans ce sens-là. En tout cas, elles ne sont pas jugées par les Français qui travaillent comme allant dans le bon sens. Là encore, je pense que c'est des faits divers qui ont tendance à devenir des faits de société. Il faut le rappeler, il faut toujours le dire avec force, les violences sexuelles à l'encontre des femmes sont devenues endémiques et sont endémiques et sont des faits de société. Donc ça, c'est le premier élément. Est-ce que, je rebondis sur un petit peu la discussion qu'on a eue, est-ce que c'est le moment d'en parler, etc. Moi, oui. Je pense que oui, malgré tout. Pourquoi ? Parce que l'été, c'est aussi, au niveau politique, le moment de la rentrée. On prépare la rentrée, on fait les universités d'été. Donc, c'est un moment où on est un peu plus calme. On n'est pas dans l'agenda médiatique de l'année. Et donc, on est capable de traiter les sujets de fond. Or là, ce cas-là, très précisément, soulève 3 sujets de fond qui méritent d'être débattus et qui mériteraient d'être transpartisans et donc être débattus par tout le monde. Le premier point, c'est la délinquance juvénile. Vous l'avez rappelé, effectivement, il avait déjà fait un acte avant, quand il était mineur, donc ça pose la question notamment de l'excuse de minorité et donc de l'ordonnance de 45 et du suivi et de la prévention, on va dire, de mineurs qui ont subi des agressions sexuelles durant leur enfance. Je ne sais pas si c'était le cas, en tout cas, je ne connais pas le dossier, mais c'est un premier sujet de fond. Le deuxième sujet de fond, c'est la question des récidivistes, puisque du coup, c'est un récidiviste en la matière. Et donc, il faut adapter notre politique de peine et notre politique carcérale. Et on a l'impression que la surpopulation carcérale dicte la politique de justice, alors que ça devrait être l'inverse. Et le troisième point que je vois, c'est l'état de la psychologie et des capacités de la psychologie en France, avec un point qui me paraît marquant, c'est qu'en 1970, il y avait 120 000 lits dans les hôpitaux psy. Aujourd'hui, on en a 50 000. Donc, on a perdu 70 000 lits sur les 40 dernières années. Ça pose un sujet aussi en matière de prévention. Oui, mais simplement soutenir. En fait, il y a 2 points qui me paraissent importants. C'est que les Français ont une passion pour l'égalité, c'est-à-dire qu'on veut chacun avoir une égalité de traitement, notamment dans la compassion, dans le deuil qu'on peut avoir par rapport à des faits du coup, qui seraient des faits qualifiés divers. Le problème étant que si il y a 2 attitudes à adopter pour le gouvernement. Soit on est en soutien de tout le monde, et donc dans ces cas-là, on considère que le gouvernement a vocation à soutenir tous les Français qui subissent des crimes de cette nature-là. Soit on soutient, on va dire, personne, et on ne fait pas un 2 poids 2 mesures. Or, il y a une partie des Français qui ont le sentiment que le gouvernement fait un 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit des victimes. Ça a été rappelé dans le reportage. Et de fait, une partie des Français se sent invisibilisée, non comprise par la Macronie, dans la mesure où la compassion à l'égard des victimes n'est pas celle qui est attendue et n'est pas celle qui peut être le cas sur d'autres activités. Aussi partout en France. Bien sûr, on est tous allés au collège dans notre vie. L'éducation nationale, c'est véritablement
le berceau et le terreau culturel de la République. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on arrive tous à s'incarner en fait ce qui s'est passé et c'est véritablement dramatique, d'autant plus qu'il faut bien le rappeler encore, hein, l'éducation nationale est portée par son personnel, que ce soit le corps enseignant, toutes les personnes qui travaillent dans les établissements, les proviseurs, etc., qui portent l'éducation nationale et qui portent la promesse républicaine. Et là-dessus, il faut avoir un soutien plein et entier, tout en sachant que les violences à l'égard du personnel de l'éducation nationale sont en pleine hausse. Aujourd'hui, on est à 6% quand même du personnel de l'éducation nationale. Il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent à l'éducation nationale. 6% qui s'est fait déjà agresser physiquement, 16% qui s'est fait agresser verbalement. Donc c'est des chiffres qui sont alarmants. Et en plus, on constate une répartition, une distribution de la violence qui est inégale, puisque c'est principalement les collèges et les lycées professionnels qui souffrent, on va dire, de cette violence et de cette insécurité dans l'éducation nationale. Allez, on va... Que justement, le Champ de Mars, c'est la vitrine de Paris et Paris est la vitrine de la France à l'international. Donc le fait que la sécurité soit catastrophique sur le Champ de Mars, notamment la nuit, est un vrai problème, enfin nuit à l'attractivité de notre pays. Le point que je vois, et notamment vis-à-vis des touristes, puisque c'est des lieux qui sont fréquentés par les touristes et non par les Parisiens. Et ils le savent d'ailleurs, parce qu'on entendait ce touriste qui dit « moi je ne porte pas de belles montres, pas de chaîne », voilà, donc visiblement, ça se sait. Tout à fait. Et pour moi, ça se sait, mais pour autant, il ne faut pas que ça devienne justement quelque chose avec lequel on puisse s'adapter. C'est pour moi un des symptômes, on va dire, de la tiers-mondisation de la capitale et de la France d'un point de vue plus global. Parce que comme vous l'avez très justement rappelé, Denis, il y a à Paris un certain nombre de points qui sont très sensibles en matière de sécurité, les lieux touristiques, mais pas que, il y a aussi les stations de métro proches des lieux touristiques, je pense notamment à la station Trocadéro, où on constate une explosion de l'insécurité et des faits de violence qui vont de la violence, la petite délinquance, à la délinquance en crime organisé. Et vous avez aussi après tout ce qui est 19e, 18e arrondissement avec le trafic de drogue, etc. Là-dessus, on préconise de revenir aux solutions notamment de Rudolph Giuliani, qui avait dans les années 90 travaillé qui avait justement redressé New York, qui était dans une situation quasiment pire que celle de Paris dans les années fin des années 80, début des années 90. Et pareil, il avait systématisé, on va dire, la chasse à la petite délinquance pour pouvoir justement ensuite après retirer en fait tout le terreau fertile au crime organisé et donc démanteler les différents bandes et gangs qui sévissent dans Paris. Parce que c'est vrai, Laurence Bonneau, quand les transports dans la capitale et dans la banlieue proche et lointaine en Île-de-France, elle souffre aussi un peu d'incohérence dans la mesure où déjà il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur la table. Il y a l'État avec Clément Beaune, le ministre des Transports, il y a la SNCF qui gère le RER, il y a Île-de-France Mobilité donc avec la région sur le métro, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur la table à mettre en concertation. Ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est la municipalité a tendance aussi à toujours punir, on va dire, les travailleurs qui prennent, la France du travail, qui prend la voiture, et notamment les franciliens qui prennent la voiture pour aller dans Paris. Et aujourd'hui, rien n'est fait, et même en anticipation, rien n'est fait pour justement permettre aux gens de pouvoir aller travailler avec sa voiture dans Paris. C'est la destination finalement de ces personnes exilées, c'est le Royaume-Uni ou rien. Quand on entend les témoignages, on va en entendre un dans un instant justement. Pour quelle raison ? C'est-à-dire que c'est cette attractivité économique du Royaume-Uni depuis des années qui fait qu'il y a cet appel d'air au fond. Oui, tout à fait. Le Royaume-Uni, de toute façon, c'est plus facile de travailler au Royaume-Uni qu'en France dans un certain nombre de secteurs d'activité, et c'est plus attractif pour ce type d'immigration. Il y a un deuxième point aussi, c'est qu'il y a 100 millions, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, il y a 100 millions de migrants dans le monde. Pour l'instant, la plupart, c'est aussi entre les pays du Sud. Et on observe une mutation de l'immigration aujourd'hui, des migrations, avec notamment une immigration qui provient plutôt de la corne est de l'Afrique, donc le Soudan, l'Éthiopie un peu, l'Érythrée, ce genre de pays, la Somalie, qui est plutôt anglophone, des pays en guerre, et aussi également tout ce qui est Pakistan, au Moyen-Orient, donc Pakistan, Afghanistan, aussi des pays qui sont plutôt anglophones et qui alimentent du coup une immigration qui justement passe par le Proche-Orient, donc la Turquie et aussi la filière du Maghreb, et avec des profils de migrants qui veulent aller uniquement au Royaume-Uni parce qu'ils ont de la famille là-bas, parce qu'ils ont un proche, un parent ou un cousin ou un ami, et qui du coup entraînent le fait que les migrants veulent uniquement aller au Royaume-Uni et pas en France et pas en Allemagne et pas dans d'autres pays. Et donc ça suppose une politique de coopération entre le Royaume-Uni
et entre les pays de l'Union européenne, notamment dans tout ce qui va être les réseaux de consulats, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir faire leur demande d'asile, non pas au Royaume-Uni, non pas en Europe, mais dans des pays proches, des pays un peu plus sûrs, ou alors dès qu'ils arrivent aux portes de l'Europe, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais ça veut dire quoi